Nous vous parlons de l'interview de Guy Mafimba, homme politique et analyste reçu par la chaîne congolaise Radar 243. Très apprécié en RDC pour ses analyses pertinentes, il intervient régulièrement sur la chaîne française Télé-Sud Global. Ici, Radar 243 le sort de son cadre habituel pour le voir développer ses concepts, articuler ses propositions et répondre face à un journaliste indépendant. Dans un échange franc et exigeant, cette proximité crée une interdépendance inéluctable. Lorsque la RDC tousse, le Congo peut éternuer et vice-versa. Une crise à Kinshasa a des répercussions immédiates à Brazzaville, qu'elles soient sécuritaires, économiques ou sociales. Nous sommes les deux poumons d'un même corps régional. L'instabilité de l'un asphyxie l'autre. Au-delà de notre relation bilatérale, le bassin du Congo que nous partageons fait de la RDC un pays solution pour la planète. C'est le deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie, un régulateur climatique indispensable. La préservation de cette forêt tropicale et de sa biodiversité est un enjeu qui dépasse largement nos frontières. C'est une responsabilité que la RDC porte pour l'humanité entière. De même, l'eau sera un enjeu majeur de conflit d'ici 10 à 15 ans. Le stress hydrique est une réalité pour des milliards de personnes. Or, le fleuve Congo, avec son débit exceptionnel, représente l'une des plus grandes réserves d'eau douce et de potentiel hydroélectrique au monde. C'est un atout stratégique inestimable qui, s'il est bien géré, peut être un levier de développement pour toute l'Afrique, mais qui peut aussi attiser les convoitises. Monsieur Guy Mafimba, merci d'avoir accepté d'inaugurer cette tribune de Radar 243. Votre analyse liminaire dresse un tableau des enjeux globaux qui ancrent la RDC au cœur de la géopolitique mondiale. Merci à vous et à toute l'équipe de Radar 243. Je salue cette initiative. Un format comme celui-ci, qui prend le temps de la réflexion, est essentiel pour permettre à nos compatriotes et aux amis du Congo d'éclairer les enjeux complexes qui déterminent l'avenir de la RDC. Le journaliste, perspicace, l'interpelle. Pourquoi cet engagement si personnel pour la RDC au-delà des frontières? Mafimba assume histoire partagée, destin commun et centralité géostratégique. Autant de raisons qui rendent la stabilité de la RDC indispensable. C'est une question légitime et la réponse est simple. Parce que nous partageons bien plus qu'une frontière. Nous partageons l'histoire, la culture, la langue, le bassin du Congo et un destin géostratégique commun. Séparer nos deux pays est une abstraction administrative qui ne résiste pas à l'analyse historique et sociologique. Notre histoire commune remonte bien avant la conférence de Berlin au grand et puissant royaume du Congo, dont l'héritage culturel et linguistique, le Kikongo, continue de nous unir. La colonisation et la traite négrière ont ensuite tragiquement scellé nos destins dans une épreuve partagée. Nos sociétés sont profondément poreuses. Les familles sont souvent réparties des deux côtés du fleuve. Ce qui touche l'une impacte inévitablement l'autre, jusque dans les phénomènes sociaux les plus quotidiens, de la musique à la mode, en passant par les défis de l'urbanisation. La stabilité de la RDC est une condition sine qua non de la stabilité du Congo-Brazzaville. Répondant à la relance sur les leviers concrets, Mafimba déroule matières premières stratégiques, transition énergétique et numérique, compétition des puissances. Le journaliste insiste sur les preuves. Mafimba cite cobalt, coltan, lithium et l'âpre bataille d'accès aux chaînes de valeur. Mon engagement personnel n'est pas nouveau. Il date des années 80-90, une période de bouillonnement politique intense en Afrique centrale. Nous étions une génération qui se battait pour le pluralisme politique, pour la fin des partis uniques et contre les régimes autoritaires qui bridaient nos peuples. Cette lutte pour la démocratie ne connaissait pas de frontières. La fin de la guerre froide a été un tournant. Loin d'apporter la paix, elle a ouvert une boîte de Pandore. Des choix stratégiques, souvent imposés de l'extérieur et relayés par des acteurs régionaux, ont profondément reconfiguré la région des Grands Lacs, plongeant la RDC dans un cycle de guerre et de déstabilisation qui perdure. Nous avons assisté impuissants à la balkanisation de facto de l'Est du pays. Face à cela, le silence n'est pas une option. J'ai manifesté, écrit et pris la parole contre ces dérives autoritaires et ces ingérences. La RDC, par son poids démographique, central et son potentiel,
mérite une trajectoire démocratique stable et souveraine. Son échec serait l'échec de toute l'Afrique centrale. Précisément, votre prise de parole est scrutée. Vos détracteurs, notamment sur les réseaux sociaux, vous accusent d'être un porte-voix, d'être proche du pouvoir en place à Kinshasa et de manquer de neutralité. Que leur répondez-vous? Je ne suis proche d'aucun pouvoir. Je défends des principes. Des principes non négociables. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la démocratie et les droits humains. Mes analyses sont factuelles, basées sur une lecture géopolitique et historique. Quand je dénonce une agression extérieure, je ne défends pas un régime, je défends le droit international et le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Il faut être lucide. Depuis des années, des narratifs toxiques ont été massivement financés pour brouiller les enjeux, pour transformer l'agresseur en victime et pour diviser les Congolais. Des campagnes de désinformation sophistiquées visent à légitimer l'illégitime. Notre rôle en tant qu'intellectuels ou simples citoyens engagés est précisément d'éclairer l'opinion, de déconstruire ces mensonges et de ramener le débat sur le terrain des faits. Donc pour revenir à votre question, ce qui touche la RDC me touche, non par partisanerie, mais par conscience historique et géopolitique. Je vois un pays solution au potentiel immense, une centralité régionale vitale pour l'équilibre de l'Afrique et une responsabilité collective qui nous incombe à tous, Congolais des deux rives et Africains. Défendre la RDC, c'est défendre une certaine idée de l'Afrique. Cette idée de l'Afrique est une transition parfaite. Poursuivons sur cette vision panafricaniste que vous portez et comment elle s'applique concrètement à la crise actuelle. Certains estiment l'Afrique sous-représentée dans les grandes instances de décision. Le XXIe siècle devait être africain, mais l'Afrique est reléguée au second plan dans les instances clés. Cette marginalisation n'est pas une fatalité, mais le résultat de dynamiques historiques et de choix politiques. L'Afrique, avec ses 54 nations, représente plus d'un quart des membres de l'ONU, mais ne dispose d'aucun siège permanent au Conseil de sécurité. Cette absence de voix au chapitre sur les questions de paix et de sécurité mondiale est un anachronisme criant. Pour inverser cette tendance, nous devons renouer avec l'esprit des pères fondateurs du panafricanisme, des hommes d'État visionnaires qui rêvaient d'une Afrique unie et souveraine. Il est impératif de tirer les leçons de l'histoire, non pour y rester piégé, mais pour comprendre les racines de nos défis actuels. L'échec de certains projets d'intégration et la persistance de conflits instrumentalisés de l'extérieur doivent nous servir d'avertissement. Et nulle part ce besoin de lucidité n'est plus évident qu'en République démocratique du Congo. Face à près de 30 ans d'agressions répétées, de pillages et de crises humanitaires, l'Union africaine a trop souvent fermé les yeux ou s'est contentée de communiquer sans lendemain. Ce silence a été perçu comme une complicité par des millions de Congolais. Face à cette paralysie, je plaide pour une renaissance africaine pragmatique, par zone géopolitique cohérente, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre. Chaque bloc a ses propres défis, mais aussi ses propres atouts. Plutôt que de viser une intégration continentale immédiate et illusoire, construisons des pôles de stabilité et de prospérité régionaux. Au centre de cette stratégie, l'Afrique centrale, et au cœur de l'Afrique centrale, l'axe RDC-Angola. C'est là que se joue le réveil du géant. La RDC, par sa taille, ses ressources et sa position géographique, et l'Angola, par sa stabilité retrouvée et sa puissance militaire et diplomatique, ont la capacité d'entraîner toute la sous-région vers une nouvelle ère. Il s'agit de prendre conscience de nos potentialités immenses et de cesser de les brader. Nous devons bâtir des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place, créer des emplois pour notre jeunesse. Pourquoi le cobalt extrait au Congo doit-il être systématiquement exporté à l'état brut? Intégrons nos économies pour créer une véritable interdépendance positive. Vous parlez de la RDC comme d'un géant au cœur de cette stratégie. Que signifie concrètement, au-delà du slogan, le concept de RDC pays pivot? La centralité de la RDC n'est pas une opinion, c'est un fait géopolitique et économique. Premièrement, les matières premières stratégiques. Le monde entier est engagé dans une transition énergétique et technologique. Or, cette transition dépend du cobalt, du coltan, du lithium, du cuivre,
des minerais dont la RDC détient des réserves mondiales de premier plan. Sans le Congo, pas de batterie pour les voitures électriques, pas de smartphone, pas de transition verte. Deuxièmement, l'écologie. Le bassin forestier du Congo est le deuxième poumon de la planète, un puits de carbone majeur pour la régulation du climat mondial. Environ 75% de ce bassin est situé en RDC. La préservation de cet écosystème n'est pas seulement une question congolaise, c'est une question de survie pour l'humanité. La RDC est un pays solution face à la crise climatique. Troisièmement, le facteur humain. La démographie, qu'une population jeune et dynamique de près de 100 millions d'habitants, représente un marché et un capital humain extraordinaire. Et enfin, le soft power culturel. Cette influence immatérielle est un atout stratégique souvent sous-estimé, mais bien réel, qui nourrit cette centralité. Ce n'est pas une abstraction. Chaque semaine, des artistes congolais comme Fally Ipupa ou Ferregola remplissent des stades et des salles de concert mythiques en Europe et en Afrique. C'est un soft power réel, une diplomatie culturelle qui fonctionne sans l'aide de l'État. Même le football, à travers les léopards et les joueurs de la diaspora, propage une image positive et un sentiment de fierté nationale. Cela démontre que la RDC, ce n'est pas que la guerre et la misère que certains médias se complaisent à montrer. Et bien sûr, la rumba congolaise, désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est un trésor national qui fait danser le monde entier et raconte l'histoire et l'âme de notre peuple. Cette centralité a un corollaire géopolitique majeur. La RDC est un État régulateur. Avec ses 9 voisins, elle est au cœur d'un système interdépendant. Si la RDC est déstabilisée, c'est toute l'Afrique centrale et des Grands Lacs qui vacillent, et ses voisins en paient le prix en termes de flux de réfugiés, de trafic et d'insécurité. Inversement, si elle progresse, tous en profitent. L'histoire nous le montre. La communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL, qui unissait la RDC, le Rwanda et le Burundi, a, malgré ses limites, prouvé en son temps le potentiel d'intégration et de prospérité partagée lorsque la volonté politique est présente. C'est un tableau convaincant, mais qui se heurte à une réalité brutale. Comment la RDC peut-elle assumer ce rôle de pivot et de leader régional alors qu'elle peine à sécuriser son propre territoire avec l'agression persistante à l'Est? C'est la contradiction principale que nous devons résoudre. Une partie de la classe politique congolaise, dans les années 90, n'a pas su ou voulu voir les recompositions géopolitiques à l'œuvre après la fin de la guerre froide. Elle n'a pas anticipé les stratégies de prédation et de déstabilisation de certains voisins qui voyaient la faiblesse du géant congolais comme une opportunité. L'erreur serait de répéter ce manque de vision. Désormais, la survie et l'émergence de la RDC exigent une approche intégrée, un triptyque indissociable. Une diplomatie offensive qui défend nos intérêts, une cohésion nationale à toute épreuve pour ne plus offrir de prise à l'ennemi et un appareil de défense et de sécurité fort et républicain pour imposer le respect de notre souveraineté. Pour comprendre la tragédie qui ensanglante l'Est de la République démocratique du Congo depuis 3 décennies, il faut remonter à la fin de la guerre froide. Après 1989, un nouvel ordre mondial s'est dessiné et avec lui, des puissances extérieures ont activement cherché à remodeler les équilibres de pouvoir dans la région des Grands Lacs en y imposant de nouveaux leaderships alignés sur leurs intérêts. Très vite, des visées hégémoniques et prédatrices se sont cristallisées sur la RDC, un pays au sous-sol immensément riche. L'objectif réel, masqué derrière des discours de stabilisation, n'a jamais changé. Faire main basse sur les ressources stratégiques, coltan, cobalt, or, cassitérite, et vassaliser politiquement et économiquement tout l'Est du pays. Il s'agit d'un projet de prédation systématique, où le contrôle territorial est le moyen d'assurer le pillage des richesses. Face à ces accusations, Kigali a toujours invoqué la nécessité de garantir la sécurité des populations rwandophones et de neutraliser les menaces issues des groupes armés présents dans l'Est du Congo. Selon Guy Mafimba, ces prétextes ne tiennent plus. La communauté internationale elle-même, y compris les Nations Unies, à travers les rapports successifs de son groupe d'experts, l'a rappelé sans ambiguïté. Ces documents, notamment ceux publiés depuis 2012
méticuleusement documenté le soutien militaire, logistique et financier du Rwanda au M23, qui n'est que le dernier avatar d'une série de rébellions, RCD, CNDP, servant de proxy. Changer de récit selon l'audience, parler de sécurité à Genève et de commerce à New York, ne masque plus un projet expansionniste et de contrôle régional. Les conséquences de cette instabilité planifiée sont catastrophiques. 30 ans de crise ont laissé derrière eux un bilan humain effroyable. Des millions de victimes, des destructions massives et des traumatismes profonds qui marqueront des générations. Les économies frontalières, qui devraient être des moteurs de prospérité, étouffent et l'intégration régionale tant vantée recule chaque jour. Le coût humain se paie en éducation sacrifiée, système de santé effondré et en un avenir entièrement compromis pour des millions de Congolais. Face à ce diagnostic sombre, vous évoquez un triptyque stratégique pour mettre fin à ce cycle de violence. En quoi consiste-t-il précisément ? La solution, selon lui, repose sur 3 leviers qui doivent être actionnés simultanément et avec une ténacité sans faille. Le levier diplomatique, la cohésion nationale et le levier militaire. L'un ne peut réussir sans les 2 autres. D'abord, le levier de la défense. Il s'agit de poursuivre la montée en puissance des forces armées de la RDC pour qu'elles puissent protéger les populations et le territoire national. Cela passe par une doctrine claire, des équipements modernes et une formation adéquate en coordination avec les voisins responsables et les partenaires qui respectent notre souveraineté. Ensuite, la cohésion nationale, c'est le bouclier intérieur. L'ennemi a toujours prospéré en exploitant nos divisions politiques et communautaires. Renforcer l'unité du pays autour des institutions et de l'intérêt supérieur de la nation, c'est neutraliser la plus grande arme de l'agresseur, la manipulation des failles politiques internes. Sur la diplomatie, répondant à la question du bilan, Mafiemba détaille plaidoyer constant, coalition régionale, résolution et sanctions ciblées. Il souligne que Félix Tshisekedi a isolé Kigali dans les forums internationaux, renforçant la position congolaise et l'exigence d'application des engagements. Dans vos analyses, vous êtes particulièrement critique envers le président rwandais Paul Kagame. Pourquoi cette personnalisation ? Il ne s'agit pas d'une personnalisation, mais d'une clarification des responsabilités. Dans ce conflit, il y a un agresseur et un agressé. Les faits, documentés par des sources indépendantes, démontrent des violations répétées des traités, de la souveraineté congolaise et du droit international par le régime de Kigali. Les incursions continues et la déstabilisation régionale qu'il orchestre plaident pour une réponse ferme et collective. Pour Guy Mafimba, couper la racine du mal, c'est donc aller au-delà des symptômes. Cela signifie tarir tout soutien extérieur aux groupes armés, qu'ils soient politiques, financiers ou militaires. Il faut imposer le droit international pour tous, sans exception. L'urgence absolue, aujourd'hui, est de protéger les civils innocents et de restaurer la pleine et entière souveraineté de la RDC sur l'ensemble de son territoire. C'est la condition non négociable pour la paix. Sur la question du dialogue entre Congolais, le journaliste pose le cadre. Quel format utile en période d'agression ? Répondant à la question, Mafimba précise « Un vrai dialogue doit renforcer la cohésion nationale et l'intérêt général. Vaincre l'agression, sécuriser le territoire, refonder l'État. » Le journaliste exige des critères clairs. Mafimba tranche, exclusion des soutiens avérés à la rébellion et refus du partage du pouvoir comme butin. Il ajoute « Pas d'impunité ni relativisme. La paix durable exige responsabilité, clarté et mécanismes vérifiables. » Quels enjeux géostratégiques et économiques dominent ? Au volet économique, répondant sur le comment, Mafimba prône la transformation locale des minerais, des chaînes de valeur, des emplois qualifiés et une traçabilité complète. Sur la diplomatie d'exécution, il insiste appliquer les résolutions et engagements signés avec suivi, délai et reddition de comptes. L'Union africaine doit rompre la complaisance et garantir l'inviolabilité des frontières. Quel rôle pour les partenaires extérieurs ? Interrogé sur le rôle des partenaires, Mafimba répond « Faire respecter le retrait des troupes étrangères et la pleine souveraineté sans équivoque ». Le journaliste pointe les doubles jeux. Mafimba réclame « Stopper tout appui direct ou indirect aux groupes armés ».
Enfin, tracer les minerais, sanctionner les circuits illicites et responsabiliser les acheteurs jusqu'au bout de la chaîne. Quelle issue entrevoir si les leviers s'alignent? La fin de la crise doit accoucher d'un renouveau institutionnel et d'une gouvernance rigoureuse. Investir dans le capital humain, éducation, recherche, innovation, culture. Transition énergétique, capter la valeur chez nous, partenariat gagnant-gagnant et la diaspora dans tout cela. Qu'elle investisse, informe, fédère. La bataille est aussi narrative et économique. Avec lucidité et unité, la RDC peut redevenir la centralité géostratégique qui tire l'Afrique vers le haut. Synthèse. Point positif souligné par l'invité, centralité géostratégique de la RDC, potentiel écologique et humain, montée en puissance diplomatique et refondation progressive de l'appareil de défense. Ouverture, bâtir des chaînes de valeur locales, unir la nation autour d'un agenda clair et imposer l'application stricte des engagements régionaux. Interpellation à la classe politique, dépasser les calculs partisans, privilégier l'intérêt supérieur et refuser toute complaisance envers les proxys armés. Message aux panafricanistes, construire des blocs régionaux cohérents, soutenir la souveraineté congolaise et transformer le soft power en gains économiques concrets. Avec lucidité et unité, la RDC peut redevenir l'axe qui tire l'Afrique vers le haut.